On poursuit ce Lex Inside et on va parler de la prise illégale d'intérêt pour les agents publics avec mon invité Claire Roger-Petit, avocate au sein du cabinet DEM. Claire Roger-Petit, bonjour. Bonjour Arnaud. La prise illégale d'intérêt des agents publics soulève de nombreuses questions juridiques et on va voir que cette notion évolue. Mais avant de voir son évolution, qu'est-ce que la prise illégale d'intérêt des agents publics? Alors d'abord, merci beaucoup de m'accueillir. Et la prise illégale d'intérêt pour les agents publics en fonction, ce qui la distingue du délit dit de pantouflage, c'est le fait pour un agent public, donc ça peut être un maire, un ministre comme on l'a vu l'année dernière, mais aussi un directeur des impôts, de prendre, de recevoir ou de conserver un intérêt dans une opération ou une entreprise à laquelle, dont il a la charge au moment de l'acte. euh, la charge de la surveillance, de l'administration, du paiement de la liquidation. D'accord. En pratique, ça va être par exemple un maire qui va participer à une délibération d'un conseil municipal, qui va voter l'octroi d'un marché public à une entreprise dans laquelle il a un intérêt parce qu'il va être le gérant de cette entreprise ou ce sera l'entreprise de son épouse, de son fils. D'accord. Alors, on voit bien maintenant ce qu'est cette notion de prise illégale d'intérêt pour les agents publics, mais comment la jurisprudence de la chambre criminelle a-t-elle fait évoluer cette définition? Alors, déjà, c'est une définition textuelle qui est très large parce que c'est une prohibition générale qui est faite aux agents publics, ce qui n'a pas D'accord. toujours été le cas dans l'histoire du droit français. Et la chambre criminelle a élargi le champ de l'infraction, tout d'abord en neutralisant l'élément moral et intentionnel de l'infraction, en considérant qu'il découlait nécessairement de la démonstration de l'élément matériel. D'accord. Et sur cet élément matériel, elle a élargi également particulièrement la notion d'intérêt en considérant que ça pouvait être un intérêt personnel de l'agent public ou non, c'est-à-dire que ça peut être un proche qui est concerné ou même une connaissance seulement, que l'intérêt pouvait être matériel de l'argent ou aussi moral. Et il y a eu deux jurisprudences vraiment frappantes. Une première qui a fait de cette infraction une infraction qu'on dit formelle, c'est-à-dire que la chambre criminelle considère que le seul soupçon, c'est-à-dire que dès lors qu'il y a eu un abus de fonction, même si l'intérêt n'a pas été satisfait, même si au final l'intérêt n'a jamais été reçu par l'agent public, D'accord. suffit à condamner. Et une deuxième jurisprudence qui est dite de la convergence des intérêts. Enfin, convergence d'intérêts, c'est en l'absence de conflit d'intérêts, quand l'intérêt privé de l'agent public est égal à l'intérêt public, ou en tout cas n'est pas contraire à l'intérêt public, on doit quand même condamner. Alors, est-ce que vous avez des illustrations pour bien comprendre ces jurisprudences? Alors justement, dans le cadre de la convergence d'intérêts, c'est une jurisprudence de 2008 qui a été la première à poser ça, et c'est une jurisprudence qui est importante à évoquer aujourd'hui, parce que c'était le cas de 3 élus locaux qui avaient participé à des délibérations ou des votes d'un conseil municipal D'accord. pour l'octroi de subventions à leurs associations, et la Cour de cassation avait dit qu'il fallait condamner. Sauf que ces associations, ils y siégeaient ès qualité, ce qui veut dire par application de la loi. Donc ils D'accord. n'avaient aucun bénéfice à l'octroi de ces subventions, et surtout cet octroi avait bien évidemment été voté dans le strict intérêt des communes. Donc c'est vraiment ça, une jurisprudence qui a fait beaucoup parler, qui a fait couler beaucoup d'encre. Et dans le cas d'une infraction formelle, c'est-à-dire euh, un maire a souhaité, par exemple, octroyer un marché public à une entreprise dont le gérant était une connaissance. Finalement, l'entreprise ne va pas obtenir le marché public, donc D'accord. l'intérêt n'est pas satisfait, Tout à fait. et finalement, il y a quand même une condamnation. Alors, que pensez-vous justement de cette évolution jurisprudentielle? Alors, je pense que j'ai déjà un peu trahi mon avis par ma présentation, mais je suis assez défavorable à cet élargissement. C'est le cas, je pense, de la majorité des pénalistes, en tout cas de Margot Mathieu et Florentin Facon aussi au cabinet. Il faut comprendre que c'est une politique de répression qui concerne tant la caractérisation de l'infraction que les peines prononcées. Et c'est vraiment une singularité française. On n'a pas le temps de l'évoquer aujourd'hui, mais le rapport Sauvé en 2011 avait dressé un comparatif des pays de l'OCDE. Et il y a vraiment une sévérité française particulière qu'on peut saluer d'un certain point de vue en termes de probité, mais qui crée des décisions ubuesques. Donc celle que je viens de vous exposer sur les élus siégeant ès Tout à fait. qualité, c'est quand même assez grave de les condamner. En plus, je pense que vraiment en pratique, ça va freiner
l'action des agents publics qui vont être très frileux à participer. C'est une jurisprudence qui est déconnectée à la réalité de ce qu'est l'action publique, enfin l'action publique dans le sens administratif. Et en plus, un dernier point, c'est que il y a des juges du fond qui vont être très favorables à cette sévérité, alors D'accord. que d'autres vont être plus frileux sur cette jurisprudence. Et donc, on va avoir une rupture d'égalité devant la loi, devant les tribunaux, parce que certains juges vont appliquer cette sévérité, tandis que d'autres vont relaxer. Bon, c'est assez rare, mais dispenser de peine éventuellement. Alors justement, pour essayer de contrecarrer cette jurisprudence, il y a eu des tentatives de QPC. Qu'est-ce que ça a donné? Ah, je pense qu'il y a eu beaucoup de tentatives de QPC, mais il n'y en a eu que 2 qui ont été transmises par les cours d'appel à la chambre criminelle. C'est des jurisprudences de 2014 et de 2017 qui portaient principalement, enfin même presque, que sur la question de la convergence d'intérêts et le fait que réprimer des comportements qui n'étaient pas contraires à l'intérêt général en l'absence d'intérêt contraire à cet intérêt public était du coup porter atteinte aux principes constitutionnels. En D'accord. 2014, il y avait aussi un point qui portait sur le caractère formel et la chambre criminelle a balayé ces QPC en disant qu'elle n'avait pas de caractère sérieux et refusé le transfert, enfin, la transmission au Conseil constitutionnel. Dans l'affaire Guérini aussi, sur laquelle j'avais travaillé aux côtés d'Hervé Temim, devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, on avait soulevé une QPC parce qu'il y avait une particularité dans l'espèce où D'accord. l'acte qui avait été pris par le conseil départemental, auquel la décision à laquelle avait participé Jean-Noël Guérini, avait été dicté par un acte administratif du préfet, ce qu'on appelle une déclaration d'utilité publique. Donc c'était un acte qui était dicté et par l'intérêt général et par l'utilité publique, ce qui D'accord. excluait tout intérêt privé. Et la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, pareil, a refusé la transmission, évidemment. Alors, au-delà de la jurisprudence, il y a eu aussi une réforme en 2021 qui a modifié les termes de la loi. Quels changements ont été apportés? Alors, c'est en fait les termes d'intérêt quelconque, qui sont les termes qu'on retrouve depuis 1992 dans le Code pénal, ont été remplacés par intérêt de nature à compromettre l'impartialité, l'indépendance ou l'objectivité de l'agent public. Ça change quoi du coup? Alors, c'est justement la grande question. Il ressort des travaux parlementaires qui ont débuté, il y a eu des tentatives de réforme successives depuis 2008, qu'il y a une volonté vraiment du législateur de restreindre le champ de l'infraction et de revenir à un conflit d'intérêts. C'est débattu, mais vraiment, ça ressort D'accord. des travaux, ça ressort des 3 rapports aussi, Sauvé, Jospin et de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Mais dans les faits, c'est beaucoup plus complexe. Comment cette réforme a été accueillie de manière générale? Il y a eu 2 écoles. Une première école qui pensait que ça allait révolutionner l'infraction avec un retour au conflit d'intérêts pour pouvoir en plus réaligner la jurisprudence judiciaire avec la jurisprudence administrative qui, en matière de recours pour excès de pouvoir, annule les actes administratifs qu'en cas de conflit avéré d'intérêt. C'est un peu l'école des positifs hein, dont je faisais partie. Une autre école qui considérait que ce n'était qu'une précision de la loi et que ça n'allait rien changer. Simplement, les juges allaient devoir mieux caractériser la compromission de l'agent public. D'accord. Pour finir, quelles sont les tendances de la jurisprudence sur cette question? Alors, la chambre criminelle a donné raison à cette seconde école, hélas, parce qu'en avril 2013, elle a rendu un arrêt qui portait sur la question d'un conflit de loi dans le temps et a vraiment considéré expressément que les dispositions nouvelles étaient équivalentes aux dispositions anciennes. C'était assez critiquable parce qu'en plus, elle avait pris le temps d'évoquer la volonté du législateur sur l'ancienne loi, mais pas sur la nouvelle. Et on attendait notamment l'arrêt Guérini. Oui. Et en mars 2024, son pourvoi, en tout cas sur l'aspect action publique, a été rejeté. D'accord. Donc on reste sur cette jurisprudence de 2023. Pour l'instant, mais j'espère que ça va changer. Bon, on va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup.